I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, on a fait 1h30 de Radio Pirate News aujourd'hui avec Jerry, Mr. White qui s'est joint à nous. Et le bout qu'on vous donne aujourd'hui, c'est quand on a parlé de ce qui se passe à Washington avec les représentants de l'Europe, avec le président Zelensky et peut-être la fin de la guerre. Let's go. Excusez-moi, là. Trump, he's the man. He's the man. Oui, on est en jase, en gang. Allons-y. Allez, on commence. Visite hier. OK, d'abord, Zelensky qui arrive à la Maison-Blanche en habit. Hey, you look good, you look good. Hey, you look good. Hey, you look good. Trump était de bonne humeur. Trump était de bonne humeur. T'es content de voir Zelensky. Zelensky, il a de l'air très petit à côté de Trump. Hein? Oui. En général. Puis Zelensky, il s'est fait brasser la dernière fois, mais là, il était content. Ouais. Oui, il était content. Ben, pas mal plus que ben du monde. Là. Lui, il était content. Il était content. Donc, allons faire le tour de différentes interventions qui est arrivées hier. Journée extraordinaire hier, excusez-moi. Là. Journée extraordinaire. Puis, non, Trump était dans une grande forme. L'Italienne était égale à elle-même. Donc, on a vu, comment ça s'appelle? C'est pas George... Melanie. Melanie. C'est Melanie? Melanie qui? Melanie? Mais elle est très... Elle est pas capable de cacher rien. Elle l'a d'en face. Ses yeux, sa bouche. Ah oui. Georgia, la minute que quelqu'un la fait chier, ça paraît dans sa face, pas à peu près. Donc, on a différents audios à vous faire entendre. On va commencer, dans le bureau de M. Trump. Zelensky est là avec Trump, des questions posées. Donc, on écoute ce qui est. Bon, on va vous résumer qu'est-ce qu'il y avait après. We have a thing going on right now in D.C. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, "Sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years." OK, donc différentes questions. Ça, c'était sur ce que je vous jasais un peu plus tôt, sur ce qui se passe à D.C. Mais allons-y avec hier. Donc là, de ce qu'on comprend, je ne sais pas si tu as compris la même chose que moi, Jerry, mais de ce qu'on comprend, on a des possibilités pour vrai d'avoir la paix et la fin de la guerre. OK, on n'est pas dans la bullshit, on n'est pas dans des histoires que Poutine semble prêt. Hier, entre autres, après de grandes discussions, Trump s'est levé et il dit « Je vais aller appeler Poutine, puis je vais lui dire ce qu'on a parlé. » Et on va voir si on est capable de faire un meeting. Poutine a pris le téléphone. Il a parlé avec Poutine pendant une demi-heure de temps. Ils ont convenu qu'il allait probablement avoir une rencontre d'ici 2 semaines. Zelensky et lui-même vont négocier. Entre autres, on aurait été capable de dealer avec Poutine, que Poutine va relâcher immédiatement les otages. Parce que vous savez que pendant une guerre, il y a des gens qu'on ramasse, là, des soldats, puis soit qui sont amochés, tout ça. Donc, dans ce temps-là, tu les gardes comme prisonniers de guerre. Ça peut servir à un moment donné. Donc, je pense que c'est une coupe de 1000. Donc, il y a du monde. Poutine serait prêt à dire, regarde, on relâche ça le plus tôt possible. Donc, il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une ouverture. On est écoute, c'est... On va se tirer une ligne quelque part aussi, là, sur le terrain. Là. Oui, ça c'est certain. C'est certain qu'il y a des concessions à faire. Puis ça, je pense que ce bout-là est pas mal réglé. Parce que si c'était un bout impossible à régler, je pense pas que la réunion aurait duré longtemps hier. Et je pense pas qu'on aurait eu le téléphone à Poutine pour essayer d'arranger une rencontre. Je pense que ça aurait jamais rapidement. Et on serait retourné chacun de notre bord, mais je crois que Donald Trump a réussi à convaincre tout le monde que c'est dans l'intérêt de tous qu'il y ait certaines concessions. Donc, Zelensky veut de la sécurité. Ça, c'est important pour lui. Exact. Parce que l'Ukraine va toujours rester un genre de buffer entre la Russie et l'Europe. Toujours.
Mais là, la patente, c'est que les Américains, ils font un pas pire deal, je pense. Ben, si ça signe, si ça s'arrange, là, c'est 100 milliards de dollars d'armes que l'Europe va acheter des Américains. 100 milliards de dollars que l'Europe va acheter des Américains pour armer, comme en protection, l'Ukraine. Mm-hmm. Exact. Ça fait partie du deal, ça. Exact. Donc, c'est une genre de... Lui et Zelensky, là, s'il y a une protection, ça veut dire, t'as bien beau signer des papiers, lui, il veut une protection en plus. Ben, il ne veut pas que la Russie revienne dans 5 ans. C'est ça. Tu comprends? Et ça a été le cœur de la discussion entre Trump et Poutine en Alaska vendredi. C'est, oui, on peut faire un... D'abord, il a parlé d'un cessez-le-feu. Il dit, finalement, ils se sont fait rendu compte qu'il y avait une possibilité, non pas juste d'un cessez-le-feu. Vous savez qu'un cessez-le-feu, ça ne dure pas. OK? Un cessez-le-feu, c'est pas la fin de la guerre. Ça le dit. On arrête, puis à un moment donné, on repart. Le but ultime, c'est la fin de la guerre. Et une fois que Trump s'est rendu compte que Poutine était rendu dans sa tête à voir la fin de la guerre, le next step, même avant de dire c'est où qu'on trace la ligne, avant, il faut que j'aie l'assurance que c'est pas vrai que tu vas péter un plomb dans 4 ans. Une fois que tu auras les territoires que tu veux, pour une autre raison. Il faut absolument qu'on deal ça. Et je pense que Poutine a compris ce bout-là. Donc, l'Ukraine, sans être dans NATO, serait un endroit où les armées d'Europe, qui exclurait les États-Unis d'Amérique, sauf pour les équipements et les armes achetés. Donc, ce seraient les armées des pays européens qui s'occuperaient de protéger l'Ukraine. Mais pas de NATO. Non, pas de NATO. OK? Pas de NATO. Pas de NATO. Donc, ça, c'est le bout important de l'histoire. OK? Donc, on écoute quelques petits bouts de ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out, and I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. Il faut reconnaître, OK, je sais que, pas dans les pirates, mais je sais qu'à l'extérieur de nous, beaucoup de gens n'aiment pas Donald Trump, pour toutes sortes de raisons. Son allure, son ton, etc. Regarde. Puis il y en a qui font de la maladie mentale avec ça. Mais j'espère que ces gens-là vont être capables de reconnaître que si jamais cette guerre-là finit, puis on s'entend que ce serait la 7e guerre que Trump terminerait en quelques mois seulement. On n'a jamais eu dans l'histoire. On n'a jamais eu dans l'histoire. On peut maintenant dire que Donald Trump est le politicien, et ça donne qu'il est le président du plus grand pays. Il est le politicien le plus pacifique de l'histoire moderne. Donc, tout ce que vous avez entendu des médias complètement déraillés, des gens qui sont complètement plus sur le poste, de vous dire que Trump était un Hitler, que Trump est ci, que Trump est ça, c'est pas ce que nous voyons devant nous. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à la guerre parce qu'à ses yeux, au niveau humain, ça n'a plus de sens. De voir qu'autant de gens meurent pour une histoire qu'on peut arranger en diplomatie. Donc, Donald Trump est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, vraiment. Quelle journée on a eue hier. On a eu des moments quand même assez spéciaux. Entre autres, Zelensky qui demande à Trump d'être présent. L'anglais de Zelensky n'est pas A1, mais c'est pas grave. C'est le ton que je veux qu'on regarde. Et c'est le moment où il parle de la rencontre qui s'en vient avec Poutine et qu'il aimerait. Il dit, regarde,
si vous voulez, là, j'aimerais beaucoup que vous soyez avec moi. Là. Il y a besoin d'être accompagné de Trump. Là, Trump, il dit, ben, si vous voulez que je sois là, je vais être là. C'est à vous de décider, mais si vous avez besoin de moi, je vais être là. Donc, c'est Zelensky qui colle la shot. Vous dites de quoi? Ça ferme la boîte à beaucoup de monde à Radio-Canada puis à la presse, là, nous. Yes, this is so important, and I'm happy that we discussed this track with President Trump, and I hope that we will find decisions. And then what is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Yes, so. Non, il vient de demander à Trump d'être là. Il dit, et Trump a répondu, si les deux voulaient que je sois là, en parlant de Poutine, il dit, si les deux voulaient que je sois là, je vais y être. C'est sûr que Poutine va dire oui. Donc, ça va être une rencontre, il appelle ça quoi, trilatérale, c'est ça? C'est en tout cas, moi, je pense, rendu là, ils vont être quadrilatérales. À ce point-là? Non, mais il me semble qu'il parlait d'une rencontre quadrilatérale parce que possiblement qu'il incluait l'Europe là-dedans. OK, il y aurait quelqu'un d'Europe qui serait là aussi. OK. Donc, sérieusement, on a eu une journée... Alors, c'était une journée incroyable. Moi, hier, ça m'a boosté, cette affaire-là, parce que... Tu sais, puis si on est capable, en même temps, j'ai vu que l'Égypte, avec le Qatar, sont en train de s'arranger pour avoir un cessez-le-feu entre donc le Hamas, les salauds du Hamas et Israël. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'arranger peut-être à une grande vitesse. Et sérieusement, on a besoin. Là. Non, mais ça ne peut pas durer à l'infini, de toute façon, ces petites patentes-là. Ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer. C'est impossible. Donc, d'autres commentaires de Trump, juste que j'essaie d'être certain d'avoir les bons bouts, parce qu'il y en a, j'en ai plusieurs. Donc, voici Trump qui parle, qui veut avoir la paix. Il veut une paix. Peace. We want to get this war ended. That's all I can do. I love the Ukrainian people, but I love all people. I love the Russian people. I love them all. I want to get the war stopped. Very important. Mr. President, was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? Look, we just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Thank you very much. We want to get this war. Wow. Et puis après, on a su que le téléphone a très bien été. Excusez-moi, là, c'est des très bonnes nouvelles que nous avons actuellement. C'est des excellentes nouvelles. Fin de la guerre qui s'en vient, peut-être probablement. Faut espérer que ça tienne. Faut espérer que ça se rende jusqu'au bout de cette patente-là. Enough is enough. Il y en a un qui disait hier que en l'espace de 2 semaines, là, le règlement de ce conflit-là a plus avancé qu'avec toutes les années Biden. Là. Exact. Allons voir à la table quand tout le monde était là. Quelqu'un me dit que c'est peut-être le AI. À vous de décider. Je ne suis pas sûr. Moi, je pensais que c'était real. Emmanuel. Thank you, Mr. President, for organizing this meeting. And I would like to begin by clarifying a situation that happened not so long ago, where my wife, Brigitte, slapped me like a French little bitch inside the plane. As a couple, we have our problems. See, we started dating when she was 39 years old. I was only 13 at the time. I didn't have a girlfriend or a boyfriend. And when I met Jean Michel, he was a sweet man. I mean, woman. I mean, Brigitte. When I met Brigitte, can we edit that last part? I just wanted to say she's strong-willed and that's why she slapped me. Les images sont écœurantes. Surtout son accent. Ouais, tout est bon, tout est écœurant. Non, mais par après, j'ai compris que après de longues recherches, c'est probablement de l'AI. Tu as demandé à Grok. Ouais, j'ai demandé à Grok. Tu demandes à un AI d'analyser un autre AI. Ouais, c'est probablement de l'AI. Donc, non, c'est une grande nouvelle. Puis hier, ce qu'on a vu, c'est du Trump. C'est carrément du Trump. J'ai écouté
pas à la télévision, mais sur X, j'ai écouté les différentes analyses des médias québécois. Sérieusement, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est là qu'on voit que on n'est pas de cette taille-là. Là. On n'est pas capable de jouer dans la cour des grands. On n'est pas capable de mettre de côté nos petites bébites, nos petites affaires. On est un peu pathétique. Sérieusement, ça fait pitié. Un autre commentaire à un moment donné, donc tout le monde est à la table. Le chancelier allemand, après ça, il y a une couple de personnes que je ne sais pas trop ce qu'ils font là. Mais Trump est là, puis quelques mots à dire, entre autres, aux membres des médias. Ils sont attablés à ce moment-là. Zelensky est là. Donc, écoutons ce qu'ils avaient à dire à ce moment-là. Thank you, Mr. President. Thank you very much, for hosting us. Mr. Thank President. I think you'll see that President Putin really would like to do something else. I think when we set that up, when we do, I think it's going to be when, not if. I think you're going to see some really positive moves. I know there's over 1,000 prisoners, and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. But we're going to set that up today after this meeting. So very good and great remarks. I appreciate it. Wow. Alors, quelle journée incroyable. Puis, on est habitué, puis je sais qu'il y a eu des moments à porte close, je comprends, mais Trump a élevé les standards de l'ouverture. Même s'il sait que les membres... Puis, à un moment donné, à la table, il y a quelqu'un qui pose... je pense que c'est Georgia qui lui demande... mais oui, mais... Elle dit, non, c'est quelqu'un d'autre qui demande... Mais vous vivez ça tous les jours? Il dit, all day, all the time. Puis là, Georgia dit, ben il aime ça. Mais se rencontrer en vrai, c'est pas pareil que se rencontrer non, mais il y a le fait aussi à distance. Exact. Suite après l'Alaska, là, tu sais, lui, il a callé ce meeting-là, puis tout le monde s'est rendu là. Oui, bien c'est pour ça que Trump, il rencontre le monde en face à face. Exact. C'est un dealer. C'est un dealer qui donne des mains puis qui te regarde d'en face. Puis s'il y a quelque chose de pas fin à dire, il va te le dire carrément à toi, OK? Il ne veut pas te le dire au téléphone. S'il est capable de te le dire directement, il va te le dire. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui ont parlé que c'était un échec, la rencontre, c'est Poutine qui a mené l'agenda, ils ont déroulé le tapis rouge, comment ça que tu rencontres un criminel de guerre, puis etc., puis ça donne rien, puis Poutine a tout gagné. Finalement, Poutine a tellement tout gagné que tous les grands leaders d'Europe se sont déplacés vers la Maison-Blanche en dedans de 48 heures. Ils ont tout un horaire. Et que Zelensky était là aussi, que tout le monde était là à la même place. Ça veut dire que, d'après moi, quand Trump a callé, les autres savaient que Trump était sur quelque chose. Là. OK? Donc, ils savaient qu'il n'y avait pas de niaisage là. Donc, ça, c'est pour vous montrer comment ce que vous lisez, ce que vous entendez, c'est complètement distorsionné par rapport à la réalité. C'est complètement faux. Puis le vrai questionnement qu'ils devraient avoir, les médias d'ici, c'est que qu'est-ce qui fait que nous autres, on n'est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là? Hey, on n'est-tu pas là? On n'est pas là zéro. C'est à côté, là. On n'est pas là 0. On n'est pas là du tout. J'essaie de trouver le bout à la table où ils sont comme off mic et là, on entend ces gens-là jaser. T'as peu voir. Je sais qu'il y a un off mic de Trump qui dirait à Macron dans l'oreille, vraiment un hot mic qu'il appelle. Oui. Comme le fait que c'était pas censé être enregistré, il a dit Poutine, il veut vraiment la paix. Oui. Il aurait dit ça. Il dit, tu sais, Poutine, là, j'y ai parlé, il veut vraiment la paix. Là. Mm-hmm. Tu sais, il veut que ça se règle. Là. Oui. Donc, on a peut-être quelque chose d'historique. C'est historique déjà. C'est historique, la manière que ça se passe et tout. Puis, c'est tout en l'honneur. Sérieusement, c'est tout en l'honneur de Donald Trump. Puis, il va falloir que les anti-Trump, qui sont des gens qui sont complètement déséquilibrés en passant. Yves Boisvert, il dit que la paix n'est pas en vue encore. OK, lui, c'est ça, lui. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que depuis hier... Regarde, c'est drôle. Moi, je trouve que depuis hier, on voit la paix on est plus près de la paix qu'on l'a jamais été. Ça semble. Et s'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, nous ne le savons pas tous, mais on peut avoir le feeling de ce qui se passe. Et nous, on a la volonté que ça se règle, mais ces gens-là ne veulent pas. Ils veulent-tu pas? Ils ne veulent pas. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des gens que pour leur petit plaisir
de ne pas reconnaître que Trump a réglé quelque chose, ne veulent pas que la guerre se règle sous Trump. Eux autres, si ça ne se règle pas, puis il y a encore la guerre dans une semaine, puis les autres, ils vont être contents. Là. Eux autres, ils vont être contents. C'est niaiseux, ça. Oui. Ils ne veulent pas que ça se règle. Ils veulent pas que ça se règle. Ils veulent pas que ça se règle. C'était comme hier, les panels à la radio. Ah, ben là, on sait rien, on sait pas, non, c'est peut-être pas, non, on sait rien. C'est quoi que t'as à dire? Pourquoi t'es là sur un panel? Pourquoi t'as rien à dire? Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça se règle pas. C'est ça, la patente, c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait d'entente. Ils veulent pas que Trump... Ils veulent pas que Trump gagne. Ils veulent pas que Trump gagne. Puis ça, c'est un grand déséquilibre. C'est un grand déséquilibre. C'est des gens qui vont pas bien. Hey, imagine. Là, des gens qui vont pas bien. Non, mais pense à ça pour vrai. Tu sais, eux autres, là, que l'humanité perde, là, c'est pas grave. Que l'humanité gagne ou perde, c'est pas grave. Rendu que Trump perd. Oui, ça, exact. C'est juste ça qui prime. C'est complètement capoté. Les caméras continuent de tourner, les micros sont encore ouverts. Et écoutez les gens de l'Europe qui disent « Ouais, mais M. Trump, c'est comme ça toujours. » Avec les médias qui posent plein de questions. Parce que Trump a eu une... On a eu les deux règnes de Trump. Et dans le milieu, on a eu Biden. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait Biden une fois de temps en temps et on riait parce que le gars n'était pas là pantoute. La vérité, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait de ses journées. On n'avait aucune espèce d'idée. Tandis que Trump, il y a une ouverture. L'administration Trump est ouverte. Ils sont tout partout. Ils jasent. Ils laissent rentrer les médias qui sont des médias anti-Trump partout. Il n'y a jamais eu un gouvernement aussi ouvert. Est-ce que vous pensez que Mark Carney est comme ça? Est-ce qu'on sait ce que Mark Carney fait de ses journées, à part les affaires arrangées, là? Qu'est-ce qu'il fait, Mark Carney, dessus? On n'en a aucune idée. On sait juste que Doug Ford tripe dessus. Doug Ford. Doug Ford, c'est un dangereux, là, en passant. Là. C'est pour quelqu'un qui peut briser les relations pour de bon entre le Canada. C'est parce qu'en ce moment, Washington se calisse de lui. Là. Mais c'est un gars dangereux. Là. Le gars s'en va à CNN, s'en va à MSNBC. Il n'y a rien que ce gars-là ne dit pas. Là. Il faut que quelqu'un le calme. Là. Ford, c'est un gars qui est complètement déséquilibré en ce moment. Donc, écoutez bien, à la fin, quand les micros sont supposément fermés, puis tout ce qu'il se dit, vous allez voir, moi, je trouve ça très drôle. Et ça montre la différence entre un régime avec Trump, qui est supposément un régime opaque, fermé. Ça, c'est tout ce qu'on nous raconte. Alors qu'on n'a jamais eu un politicien avec un genre de show télé-réalité quotidien comme celui-là. Là. That's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. Appreciate it. Thank you very much. No, thank you for being so fair. Thank you very much. Thank you, Donald. All the time. But he loves it. All He the loves time. it. For he does it always. I never want to speak with my friends. He's a very good player, golf. OK, donc, on y va. Donc, No, thank you for being... thank you for being so fair. OK? Ça, je pense que... Est-ce que c'est Georgia qui dit ça? Moi, je pense que ça a l'air d'être avec l'accent et tout. Ouais, OK. Donc, thank you for being so fair. OK? So fair. Thank you very much. Thank you, Donald. You go through this every day? Non, c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est l'allemand. Je ne sais pas trop là. You go through this every day? All the time. Trump répond all the time. Mais là, Georgia dit but he loves it. He loves it. Loves it. He loves it. For he does it always. He does it always. I never want to speak with my press. Elle a dit, moi, je ne veux jamais parler à mes crises de journaliste, je ne veux rien savoir. I never want to speak with my friends. He's a very good player. Là, il parle de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de qui il parle, mais il dit, hein, c'est vraiment un bon joueur. you know, he's a very good player. He's a golfer, you know. He went to, là, on n'entend pas le nom, là, mais... Yeah, I know. He went to college. But he says He went to college, quelque chose de même, là, on voulait dire qu'il a joué du golf college. Moi, c'est le genre de patente-là, j'adore ça. J'adore ça. Ça montre le vrai mood. Le vrai... Tu sais, au risque de passer... Elle, c'est la meilleure en passant. Ah oui.
Elle, c'est de loin la meilleure. Ça me fait vraiment rire de voir les touristes américains ou les acteurs américains qui disent moi, je m'en vais puis je m'en vais m'installer en Italie. Alors que tu as Georgia, qui est la plus grande fan de Trump. Oui, elle, son modèle, c'est Trump. Ben oui. C'est très drôle. Donc, voilà, c'est une excellente nouvelle. Ah non, c'est bon. Excellente nouvelle. C'est la force, je me répète, là, c'est la force de se rencontrer face à face. Oui. Moi, les histoires là, de téléphone, de ci, de ça, de vidéo, c'est correct, là. Mais les vraies affaires, ça se règle face à face. Mais c'est pas pareil. Mais non. C'est pas pareil. Et Trump, il se déplace. Trump, il veut rencontrer le monde. Trump, il fait du Trump. Oui. Regarde, t'es ramasses tout à Washington. Il est extraordinaire. Zelensky s'est fait brasser à la cage. Il est revenu, Zelensky, puis le sourire aux lèvres, pareil. Ben oui, il est content. Puis là, les gars rient les deux. Puis Zelensky était très bon quand le journaliste lui a dit hey, t'as mis ton bel habit. Ils sont dans la même place. C'était le même journaliste qui avait reproché de ne pas être en habit. Exact. Puis là, Trump et Zelensky sont crampés de rire. Puis là, ça continue de jaser. Puis là, Zelensky dit, il a un anglais un peu poche, mais il est capable pareil. Puis il dit au journaliste, il dit mais toi, t'as le même suit. Tandis que moi, j'en ai un nouveau. Là, Trump est bien crampé de rire. Donc, tu sais, il y a quelque chose de, comme tu dis, dans les rencontres personnelles où c'est là que Trump est le meilleur. C'est là où Trump est le meilleur. C'est quand il est avec les gens. C'est un gars de deal. C'est un gars de poignée de main. C'est un gars qui veut dealer face à face. Il a fait ça toute sa vie. Les Américains sont chanceux, les amis. Oh. Les Américains sont chanceux. Ils ont un esti de bon président. OK? Vous savez les affaires que j'aime pas, les patentes de tarifs. J'aime pas plus ça que je les aimais. Je crois pas aux tarifs. Je crois pas. Il y a des affaires de Trump, le côté péquiste de Trump. Je l'aime pas. OK? Je le dis. Mais je veux dire, sur 100 affaires, je peux pas aimer 99 affaires. Là. Je veux dire, à un moment donné, j'en aime 80. C'est déjà fort. Mais je peux vous dire, moi, c'est le meilleur politicien que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu un politicien de même. Jamais vu quelqu'un de même. Jamais vu. DeSantis, c'est pas trop loin, mais moi je nous souhaite quelqu'un de même. Hey boy. Je nous souhaite quelqu'un de la trempe de Trump pour nous remettre douette. Les Américains sont chanceux. Ils ont un asti d'alpha. Ils ont un Christi de vrai. C'est ça que je pensais. Ils ont un vrai chef. Ils ont un vrai de vrai chef. Vous êtes chanceux. Je vous envie. Je vous envie. Je suis tanné d'avoir des astis de mollassons. On le sait quel genre de politicien qu'on a. On se rappelle lequel qui faisait de la politique à l'école quand on était jeune puis qui finalement on commençait à en faire. C'était les plus faiblards. C'était le monde pas capable d'être bon au gymnase, pas capable d'être bon dans rien. C'est toujours les plus nuls de la gang. Comme par hasard, nuls en maths. Ça, c'était et c'est eux autres qui sont devenus les kings de la politique par chez nous. Et du journalisme. Et, même gang. Et du journalisme. Et du journalisme, bien raison. Et du journalisme. Donc, vous êtes chanceux. Hier, je regardais ça, là. C'est lui le feeling que j'avais. Il y a un côté de moi il y a un côté de moi très jaloux. Je suis tanné d'avoir des gars filles, des gars pas de colonne. Des gars pas de colonne. Si. Pas capable de régler rien. Des bonhommes comment on va dire, paternalistes. Ouais, paternalistes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous taxer. Oui, Legault, c'est ça, là. Legault, c'est juste ça. Legault, il nous regarde comme si on était ses enfants. Oui. Christophe. Trump, il regarde son peuple d'égal à égal. Exact. Il regarde dans les yeux son peuple. Exact. C'est pas un long jeu de mur qui mange du fromage puis qui prend le monde pour des abrutis. Il nous prend des abrutis. Bon, ben là, vous expliquer quelque chose. Là, nous, on veut rebâtir l'économie du Québec, là, avec
Trump? C'est ça. C'est Trump? Bon, là, j'ai eu la COVID, là, je suis rendu avec Trump. Ouais. Bonjour tout le monde! Ben ouais, fatigant. As-tu fait un autre podcast? Non, il n'a pas fait d'autres podcasts. Non, il n'y a pas de... Ça n'a pas duré, cette affaire-là. Comme plusieurs podcasteurs, d'ailleurs. Non. Ça dure 3 podcasts, puis ça finit. Ça se décourage vite, là. Donc, c'est le feeling que j'ai eu hier. Okay. Colonne vertébrale. Ouais. Moi, j'aime ça. Un doer, c'est. Un doer. Un doer. Mais, puis, savez-vous quoi? Les doers, ils en font tellement que, oui, de temps en temps, ils peuvent se tromper. Oui, de temps en temps, ils peuvent faire une erreur quelque part. Mais au moins, quand tu fais quelque chose, tu as des chances de te tromper. Quand tu fais rien, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Tu gagnes rien, tu perds rien. Eux autres, ils ont... Les Américains sont chanceux. OK? Je vous envie. Ah oui. Il y a un côté de moi qui est jaloux. Il fait quoi, Carney? Il fait rien. Il fait quoi, Legault? Il fait rien. Bon, voilà. Il fait rien. Trump, il fait des affaires. Oui. Puis les Québécois, c'est ça qui les dérange. Oui. La raison pourquoi ils haïssent Trump, c'est que Trump, c'est un doer. Radiopirate.com. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Hey, on a fait une boîte de 40 minutes ce matin dans la version Prime. On vous donne le dernier bout de la boîte ce mardi pour les Pirates Cheap qu'on adore. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Il me reste 2 affaires. Vas-y. La semaine passée, ça c'est capoté pareil. Tu sais, à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent, il se promenait un gars qui menaçait... le gars se promenait dans la rue. Là. Il était dans un quartier, dans la rue, là, à travers les chars, le monde, les maisons résidentielles. Tu sais, il se promenait. Puis là, il menaçait le monde. Mais c'est une communauté juive qui vit là. C'est des... Ouais, mais toi, tu parles du gars de Radio-Canada? C'est-tu un... Non, c'est pas lui. OK. C'est pas lui, c'est un autre. Parce qu'il y en a un, c'est un journaliste de Radio-Canada. Oui, un ancien de Radio-Canada Ben, qui a perdu sa job l'année passée. Hein? Oui. Ben, perdu sa job. Mm-hmm. Il était à l'emploi de Radcan l'année passée. Oui. To Gaza. You're killed. You're dying. You want me to die? You must die. Why should I die? You know why. Go to Gaza. Why should I go to Gaza? You're killed. You're dying. Le gars, il travaillait à Radio-Canada. Oui. Il travaillait à CBC Montréal. Oui, c'est vrai. Le gars s'appelle Leo Kalinda. OK. Le mien, moi, il s'appelle Sia Ali Tambert. Tambert. On n'a pas le même gars. Non. Mais ça ressemble un peu. Mais le mien, il était plus raide un peu. Lui, il avait l'air un peu endormi, mais quand même, on s'est entendu que c'est des menaces. Là. Mais le mien, il était plus raide un peu. Là. Ben lui, on va tout. Il va t'en mourir. Oui, c'est ça. Je sais, mais le mien, il était plus raide un peu. Là. Exemple, il menaçait quasiment physiquement. Là. Il courait après les femmes dans la rue. Il courait après les femmes. Il y a des femmes qui avaient des enfants. Là, puis, est-ce que vous pensez que dans 50 ans ou dans 75 ans, on va être mieux que ça ou ça va être pire? Ça va être pire. Le gars, il courait dans la rue et il disait « On va tous vous tuer, sale porc. Mm-hmm. Mais tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui a appelé le 911, puis là, ils ont dit « Il y a un malade dans la rue, Christophe. » Ça n'a pas de bon police sens. font rien. Mais la police l'a ramassé. OK. Mais ils font rien avec. L'affaire, c'est qu'il s'est fait... Parce que le gars, il était très, très agressif envers les Juifs. Sali Sia Tamberber. Mais l'affaire, c'est qu'il a été évalué à Pinel. Puis à Pinel, ils ont des genres de spécialistes mentaux. Pour savoir si le gars, il est correct. Là. Puis là, il y a eu un genre de petit rapport de Pinel, puis le gars, il est passé devant le juge. Le juge, il dit Ouais, c'est pas bien fin ce que tu as fait, la patente. Là. Il dit Ouais, mais il dit je vais te libérer en attendant des. Un peu, Jeff. Le gars, il a menacé pendant des heures du monde dans la rue, puis il est libéré. Il y a une libération conditionnelle, puis il va comparaître devant le juge le 29 octobre.
le 29 octobre. Oui. Le gars, il est 2 mois lousse. Il a le temps de tuer du monde. Mais s'il arrive un désastre, là, il arrive un Il n'y désastre. aura personne de responsable. Mais no fault. Si Sally, pas tant de choses, gars de 28 ans, fait un désastre dans les 2 prochains mois, Chris fait le juge, il ne peut plus vivre. M'excuse. Là. Pas de bon sens, ça. Libérer un fou de même. Pas de sens, cette histoire-là. Hey, je te finis ça. Puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun. Une actrice tout à fait extraordinaire. Puis je ne savais pas qu'elle avait 80 ans. Helen Mirren. OK. Ah, oui. Ça, c'est 1923. Hein? 1923 avec Et Mobland. Puis Mobland, exactement ça. La bonne femme folle dans Mobland. La bonne femme folle. Oui. Exactement. Non, elle a eu une carrière. Elle a déjà joué la reine. Je l'ai déjà vue à jouer la reine d'Angleterre. Elle. Oui. Elle était très bonne. Elle, là, pour vrai, elle a fait du théâtre dans sa vie puis du cinéma. Elle a plus de 100 films et séries. C'est fou, là. Tu regardes sa carrière, là, elle a quand même 80, là, mais elle n'a pas l'air de 80. Tu veux dire, dans le sens que vous travaillez de même, elle travaille tout le temps. Elle ne veut jamais arrêter de travailler. Elle travaille. Puis j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit que, parce que ça se parle beaucoup en Angleterre, là, parce que James Bond, c'est un Britannique, hein, dans l'histoire. Le personnage de James Bond, c'est un Britannique, donc elle est britannique. Mm-hmm. Puis là, elle dit, le prochain James Bond, elle dit, ça ne peut pas être une fille. James Bond, c'est un gars. Mais c'est une grande féministe, très, très grande féministe, reconnue. Mais là, elle a dit, parce qu'en Angleterre, ça s'est parlé. Tu sais, l'Angleterre est un peu... Ils sont un peu fuckés. Là. Le UK est fucké raide. Là. Alors, le UK, c'est un pays de fuckés. C'est you fucké, là. Oui, you fucké. Ben, les you fuckés, il y avait du monde qui mettait pas de la pression, mais il y avait comme une espèce de pompage pour dire que le prochain James Bond, parce que le prochain James Bond, il va être choisi en septembre qui vient. Parce qu'on sait que c'est Denis Villeneuve qui va le faire, le prochain James Bond. Et, autrement dit, ils sont en train de former, là, c'est Villeneuve qui va être le réalisateur, il y a un gars spécial là, pour le scénario. Ils sont en train de bâtir l'équipe pour le prochain James Bond. Mais là, l'affaire, c'est que... Moi, je suis sûr que le prochain James Bond, c'est un gars efféminé. Ben, comme le gars là, qui traverse le terrain, le genre de cheerleader, là, les poignets cassés pour les Vikings en fin de semaine. Non, arrête. Ah, ça va être un gars de même. Non, mais t'as peu. Tu iras voir Aaron Taylor Johnson. C'est un gars pas de pénis. Non. Va sur Google. Fais Aaron A-A-R-O-N. Aaron Taylor Johnson. 35 ans. Aaron Taylor Johnson. Ouais, c'est lui qui est, d'après les odds, parce que tu sais, en Angleterre, c'est lui là, qui mène dans les... Johnson. Ouais, Aaron Taylor Johnson, 35 ans, un châtain. OK, oui. Un gars de 35 ans, assez fait-tu le long. Là, tu veux dire un gars... c'est lui qui serait... C'est lui qui, en ce moment, il mène dans les paris pour être le prochain James Bond. OK. Juste dire, parce qu'Helen Mirren a dit, arrêtez de dire que ça va être une fille, le prochain James Bond, ça marche pas. Arrêtez de dire ça, là. Le prochain James Bond, ça va être une fille. Arrêtez ça, là. Mais la rumeur veut que ça soit la rumeur la plus probable. Ça va-tu être un homme c'est quoi? Cisogène, c'est quoi le terme? Là? Cisgenre. Cisgenre, ouais. C'est-tu un homme cisgenre? Ouais, c'est un cisgenre. Ouais. Ou ben non, c'est un cantalou. C'est un homme cisgenre hétéro qui a des relations sexuelles avec quelqu'un de l'autre sexe? Lui, Aaron Taylor Johnson, il est marié avec une fille. Là. Oh! Hey, il est extrême. On va aller voir c'est qui Donc, tu es en train de me dire que le prochain James Bond, ça va être un homme d'extrême droite? Ben, pas nécessairement. Ça va être un grand mince blanc. Ben, un homme marié avec des enfants. Oui. Quand même assez extrême. Ah, c'est vrai, il y a des enfants. Il y a deux enfants. Ben oui, c'est juste ce que je viens de voir. Oui, c'est ça, il y a 2 enfants.
Il était tabarouette. Sa femme a 58. C'est un homme conventionnel, hein? On va se Sa le femme a dire. 58. OK, sa femme est plus... Ah, oui. Lui a 35. Il va la laisser. Ben non, c'est sûr qu'il va la laisser, voyons. Voyons, ça va s'en venir là. C'est dans... Il est nommé James Bond, le film sort, puis 1 an et demi après, il est avec une fille de 28. Là. C'est quoi l'histoire? Il est avec une James Bond girl. Vous vivez dans quel monde, vous autres? Come on, man. C'est lui qui mène dans les paris, là. C'est pas décidé encore, mais c'est lui qui mène. Il est marié avec... comment s'appelait la madame que tu m'as parlé? Elle s'appelle... Sa femme? Non, la madame qui était dans 1923. Helen Mirren. Il est marié avec Helen Mirren. Non, faux temps. Non, OK. À combien? À quel âge, Helen Mirren? Elle a 80 ans? 80? Tabarnache. Mais je suis pas d'accord avec toi qu'elle n'a pas l'air de 80, là. Ouais. Ben, 80. Moi, je trouve qu'elle a l'air de 80. Ouais. T'as une minute, là. Prends-moi une femme de 80 ans qui fait du cinéma puis qui fait du théâtre. Les femmes de 80 ans, ils sont en marchette, Chris, au centre d'achat. Ah oui. Arrête. Oui, je sais, mais elle a l'air de 80 pareil. Je comprends qu'elle travaille. Non, c'est une femme de 80 qui travaille, qui est en forme, mais elle a l'air de 80. Je comprends ton point. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont... tu travailles au gouvernement, à 80, ça fait 25 ans que tu ne travailles plus. Tu écoutes la TV à longueur de journée, puis tu chiales, il fait chaud. C'est quoi ta journée, c'est ça? Tandis qu'elle, Erin, a fait des films, a fait Mobland. Mobland était 40. Dans 1923, c'est elle la leader du PAC, bien plus que pas George Harrison, mais Harrison Ford. George Harrison, c'est un autre gars, un peu connu. Mais dans Mobland, elle est fucking sick, là. Elle me fait peur. Quelle série incroyable. Mais non, on n'a pas toffé. C'est trop violent. Non, ça, quelle erreur. Quelle erreur. Faut que tu écoutes ça, MC. Mobland, c'est l'enfer. L'enfer. Thank you, man. Voilà pour la boîte d'aujourd'hui, c'est fait. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. No commercials. Just music. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. On a eu la chance d'avoir le Food Professor avec nous autres sur Radio Pirate pendant plus de 50 minutes sur la version Prime. Sylvain Charlebois est avec nous donc hier et on vous donne un petit bout, un petit 15 minutes pour vous autres, les Pirates Cheap sur Radio Pirate Live. Quand on regarde bon, il y a la game politique, là. Moi, je pense qu'on a choisi la mauvaise stratégie, mais regarde, le temps nous montrera si on a raison ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que les politiciens, on sait, là, dans leur manière de faire, puis ça, ils nous le disent quand ils ne le sont plus, là, ou quand c'est des gens... Mais il y a une philosophie politique pour un politicien de ne jamais dire la vérité. C'est comme voulu, parce que... Ça s'applique pour les fonctionnaires en passant. Une fois qu'ils prennent leur retraite, ils deviennent plus honnêtes. Hein, exact. Oh, ils sont tous pareils là-dessus. Ils deviennent-tu bons quand ils prennent leur retraite? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais semble-t-il que, surtout quand il arrive des conflits, quand il arrive des choses... ils vont mentir volontairement pour cacher des choses. OK, parfait. Ça, je comprends la dynamique de ça. C'est plate, mais je comprends la dynamique. C'est sûr que qu'est-ce que tu écris sur X... Qu'est-ce que tu nous racontes là? Ce que nous, on parle. Je ne peux pas croire qu'un gars comme Carney, puis d'autres élus, puis d'autres hauts fonctionnaires au gouvernement fédéral ne sont pas au courant de tout ce qu'on est en train de jaser. C'est impossible. C'est des gens qui font semblant. Il y a un genre de poker face là-dedans. Il y a une game qui se joue. Mais jusqu'où ils peuvent aller pour jouer cette game-là? Parce que là, jusqu'à maintenant, on l'a dit tantôt, on a parlé du 3 à 4 milliards qui a été perçu surtout dans l'alimentation, dans toutes sortes de produits qu'on s'impose à nous. C'est une taxe, carrément. Une taxe canadienne imposée aux Canadiens. Puis ça fait comme plaisir à beaucoup de monde parce que, yes, on y répond à Trump, alors que c'est nous autres qui se fait mal. Est-ce que, d'après toi, là, dans leur tête, là, est-ce qu'ils savent que
on ne pourra pas compenser nos échanges commerciaux, autant pour la nourriture qu'autre chose, avec d'autres pays à travers l'Europe ou à travers le monde. Est-ce qu'ils savent qu'on a besoin des États-Unis au niveau de la bouffe? Donc, on a parlé de peu importe, les légumes frais, même la viande, même la viande. Moi, j'ai encore acheté la viande cette semaine, j'ai regardé, c'est marqué, on est des États-Unis. Donc, est-ce que ces gens-là sont en train de jouer un genre de game puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'y raisonner quelque part? Ça se peut pas ce qu'on voit comme... Ça peut pas être la vérité, ce que nous voyons comme intervention politique de la part de Carney ou des autres. C'est impossible. Ils sont pas si fous que ça. Est-ce que tu le crois qu'ils sont carrément... Ils pensent qu'ils le font? Ou encore, il y a une game politique qui est en train de se jouer, puis ils essaient de jouer hard to play, puis que finalement, ultimement, ils pensent de gagner. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, tu sais, la game, comme tu dis, est différente entre Trudeau et Carney. Dans le cas de Trudeau, c'était vraiment un désastre, là. Vraiment, là, parce que l'approche était infantile. Les idéologies, en fait, influençaient beaucoup la politique chez Trudeau. Là, c'était vraiment, vraiment clair. Là, ça en était même dangereux, là. Vraiment, là. Et on comprenait pas l'économie du tout. Dans le cas de Carney, c'est différent un peu. C'est sûr que Carney est un globaliste, ce qui est à contre-courant de ce qu'on voit de M. Trump. Tu sais, là, Jeff, oui. Hein? Oui. Bon, Trump n'est pas un globaliste. Il ne croit pas aux institutions comme les Nations Unies, le FMI, etc., la Banque mondiale. Il ne croit en rien de ça. Il croit à un État, aux États-Unis fort, seul. Dans le cas de Carney, c'est son problème. C'est un gars, je pense, qui est intelligent, c'est un économiste, mais c'est un globaliste aussi en même temps. Donc, il est un peu, je pense, tiré dans différentes directions, à savoir comment on va gérer tout ça. Puis il hérite d'un bagage là archi pollué, magané comme le bagage de Trudeau, là. Donc, c'est pas évident. Il a fait quelques erreurs, à mon avis, déjà. D'abord, il a mis en congé, il a envoyé le Parlement en congé au début de l'été. Il n'aurait pas dû faire ça pour légitimiser son approche, mais il est encore très populaire. L'autre chose, c'est que, bon, il s'est rapproché rapidement de l'Europe, mais ce qui est quand même paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on tente de régler l'Ukraine. L'Europe est à la Maison-Blanche sans le Canada, et là, Carney a envoyé un message en fin de semaine en disant ce que M. Trump fait est une bonne chose pour la paix. Ce que je trouve intéressant. Fait que déjà, on voit que M. Carney commence tranquillement à s'adapter à un monde mené par Trump, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour nous, là. Donc, tu penses qu'il va arriver quoi, là, dans ta boule de cristal? Qu'est-ce que tu penses qu'il risque d'arriver? Est-ce que on va tout le monde va avoir les têtes un peu plus froides? Parce que là, je veux dire, on regarde, moi, les chiffres d'inflation, je trouve ça toujours un peu drôle, là. Moi, je suis quelqu'un qui enregistre les prix. J'ai toujours eu ce don-là. Ma mère travaillait pour Statistique Canada dans le temps, puis elle m'envoyait faire la job pour elle. Oui. Donc, quand elle n'avait pas le temps, elle me disait non, on va prendre des prix de telle affaire. Donc, ça m'a toujours. Tu sais, moi, les prix, là, je les connais par cœur. Puis quand j'arrive à une place, des fois, je pleure des yeux, là. Je vais rentrer, mettons, dans un IGA, je vais rentrer dans un métro, puis là, je regarde telle affaire. Ouf, des fois, j'ai même pas en spécial à ce prix-là, 2 pour 8 piastres. Je vais avoir un genre de fromage un peu banal, gros comme rien, à 8,99. Voyons, est-ce que c'est ça? J'en ai besoin de 3. Je ne peux pas m'acheter 28 piastres de fromage. D'où ça part, ça? Ah ouais. Donc, mais tu sais, dans le cas des États-Unis, le Canada, le Carney, il n'y aura pas le choix parce que probablement qu'on va voir cette semaine ou dans les prochains jours, on va voir de Statistique Canada des données qui ne seront pas rassurantes, là. Tandis qu'aux États-Unis, la semaine passée, tu l'as vu, Jeff, le taux d'inflation alimentaire a diminué malgré le party de tarifs de Trump. Le taux d'inflation a diminué à l'épicerie. C'est incroyable, ça, parce que je m'attendais à ce que l'inverse se passe. Mais le Canada, puis j'ai parlé avec plusieurs entreprises cet été à Montréal, il y a plusieurs entreprises qui perdent des comptes américains, là. Le boycott, ça va dans les deux sens, là. Et puis là, eux sont forcés à augmenter les prix chez nous.
Fait que moi, j'ai l'impression que l'inflation alimentaire va continuer à augmenter, puis ça va devenir un vrai problème pour Carney. Là. Et c'est là probablement que son taux de popularité risque de diminuer. Fait qu'il va falloir qu'il s'entende avec les États-Unis, bien sûr. Oublie pas qu'on est en chicane avec l'Inde. On est en chicane avec la Chine aussi. Oui. Fait qu'au niveau diplomatique, là, on n'a pas de leçon à donner à personne. Alors, Carney va devoir réorienter son approche diplomatique pour tenter de s'entendre avec ces pays-là qui sont très importants. Là. Est-ce que l'exemple des cornichons, c'est un bel exemple de tout ce qu'on est en train de parler? Je sais que tu en as passablement jasé dans la dernière semaine et demie. Raconte-nous un peu l'histoire en détail de ce genre de compagnie qui est une compagnie américaine qui semble prendre des concombres. Oui, puis c'est ça, il y a une genre de... Raconte un peu, c'est quoi l'impact, si on le voit dans le day-to-day, qu'est-ce qui arrive avec ces compagnies-là. Là, parce qu'on est Tu sais, quand je lisais ça, je me disais, c'est incroyable comment on est interreliés, comment on ne peut pas faire autrement qu'être ensemble. On est trop interreliés. On est quasiment le même pays d'une certaine manière. Quand les gens apprennent de l'histoire de Bix, parce que tu fais référence au cornichon Bix qui était produit à Toronto, puis maintenant ce sont des cornichons produits aux États-Unis, les gens disent c'est un produit américain, c'est pas grave, s'il n'y en a pas sur les tablettes, on va laisser plus de place aux cornichons locaux. Attendez un instant, là, OK? Regardons l'étude de cas de très près. Bon, Bix est acheté par Smuckers en 2011. Il y a une usine à Toronto. Quelques années plus tard, Smuckers décide de déménager l'usine aux États-Unis. Mais en même temps, Smuckers promet aux agriculteurs canadiens que l'entreprise va continuer à acheter des cornichons du Canada. OK? Et les couvercles aussi du Canada. Alors, tout ça continue. On est en 2025, guerre commerciale avec les Américains. Évidemment, les cornichons et les couvercles rentrent aux États-Unis sans tarif, parce que c'est dans le cadre de l'entente de libre-échange qu'on a. Mais quand ces cornichons-là reviennent au Canada, il y a un contre-tarif de 25%. Donc, les cornichons Bix, qui étaient dorénavant canadiens, mais les cornichons sont toujours canadiens, là, sont tarifés et arrivent sur les tablettes plus chers. Et ce qui arrive actuellement, c'est qu'il y a certaines bannières, Sobeys, pour pas la nommer, a décidé de cesser de vendre le produit Bix parce que le produit Bix est trop cher et veut pousser les clients chez Sobeys d'acheter des cornichons Compliment, donc leur marque privée, mais ces cornichons-là viennent de où? Ils viennent de l'Inde. Voilà. Maintenant, les gens vont dire, c'est pas grave, Bix est aux États-Unis puis on veut faire mal à Trump. Attendez un instant, là, OK? Si on évalue l'inflation alimentaire, c'est là que ça devient un problème parce que les tarifs et contre-tarifs pour le Canada, pas pour les États-Unis, pour le Canada, on élimine les options pour le consommateur. Peu importe l'option, là, OK? Peu importe l'option. Et si on élimine des options, on diminue la compétition, le niveau de compétitivité. Et lorsque moins de compétition, qu'est-ce qui arrive, Jeff? C'est simple. Oui, les prix augmentent. Oui, c'est sûr. Peu importe ce qu'on vend, là. Fait que quand on a moins d'options pour le consommateur, les prix augmentent. Et c'est là qu'est le problème avec les contre-tarifs. En plus du fait qu'on pénalise nos propres agriculteurs et nos propres fabricants indirectement lorsqu'on revoit ces produits-là arriver au Canada. Donc, c'est un cas qui est complexe en soi, mais c'est tellement symbolique qu'il représente un peu deux choses. Un manque de vision pour ce qui est de la filière agroalimentaire à long terme et aussi nos politiques commerciales à l'international. On voit deux volets qui sont vraiment anémiques au Canada. Là. Puis rajoute à ça, tu le dis, si on n'achète que des marques maison qui viennent de l'Inde, parce que quasiment presque toutes les marques maison sont de l'Inde, le producteur de l'Ontario, et je pense même qu'il y a des producteurs québécois à travers des petits producteurs québécois qui font des concombres. Mais eux autres, quand ils ne vendent pas leurs concombres à la compagnie américaine qui en achetait, eux autres sont dans le trouble. Là. De là, l'intervention d'un des joueurs québécois qui a dit si ils veulent faire des affaires, on pourrait en faire pour eux. Parce que nous, on ne veut pas que la chaîne toute la chaîne d'approvisionnement tombe parce que si, mettons, on a une couple de producteurs qui font faillite, nous autres, on n'est pas plus avancés. Donc, c'est tout interrelié, cette affaire-là. Là. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que j'ai de la misère à imaginer
que les politiciens sont pas capables de régler ça parce qu'ils voient le dommage qui s'en vient. Tu sais, on a eu des chiffres, là, le taux de chômage, on le sent, on sent que l'économie est arrêtée, on voit qu'il y a des restaurants qui sont dans le trouble un peu plus, on le sent là, qu'il y a un ralentissement. Au-delà de ce qu'on va voir comme chiffre officiel, on a des yeux pour voir, on parle avec des gens qui sont dans tel ou tel domaine. Il y a un ralentissement ici qui est provoqué par ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. À un moment donné, il va falloir repartir la machine. Il va falloir que quelqu'un qui... Je sais pas si tu te souviens, durant l'ère Trudeau, à la fin de l'ère Trudeau, Chrystia Freeland avait parlé de vibe session. T'en souviens-tu de ça? Oui. Vibe session. Donc, on sentait, il y a beaucoup de Canadiens qui sentaient là, que l'économie allait pas bien, mais c'est juste un sentiment. Dans les faits, là, selon Mme Freeland, les choses vont très bien au Canada. Mm-hmm. Mais je pense que c'est le contraire qui risque d'arriver, c'est que les gens se font dire par le gouvernement que les choses vont bien. Ben moi, je suis pas vous autres, là, à Québec. Moi, je connais du monde qui ont perdu leur job, là. Oui, je connais du monde où que les choses vont plus ou moins bien, là. Là, ça va dans le réel, là. Les gens vont commencer à voir que vraiment, ce qu'on dit puis ce qui se passe dans la vraie vie, ce sont deux choses, là. Alors, ça va affecter l'approche Carney, ça, c'est certain, là. Le problème, Sylvain, c'est qu'aussi les politiciens, ils n'ont jamais acheté une livre de beurre de leur vie, là. T'sais, souvent, les politicos, ils savent pas bien. Ils sont-tu déjà entrés dans un supermarché dans leur vie? T'sais, c'est, à quelque part, si on se souvient, mettons, d'une politicienne comme Margaret Thatcher, son père, c'est un épicier. Là. Elle a passé son enfance dans une épicerie. Elle connaissait le prix des choses. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est ça que je reproche beaucoup aux politiciens, d'avoir une espèce de... Ils sont déconnectés du monde puis du prix des choses. Ils savent à peu près, là, mais là, ça lui dit... Eux autres, là, comment dire, faire des choix dans un supermarché, parce que, mettons, tu rentres et tu as 200$, tu peux pas dépenser plus que 200$. Puis là, tu regardes ce que tu as pour 200$, mettons, il y a 5 ans, puis tu regardes ce que tu as pour 200$ aujourd'hui. Aujourd'hui, tu manges pas mal de guenilles là, pour 200$. Là. Avant ça, tu mangeais beaucoup mieux. Tu avais des fruits, tu avais de la viande, tu avais... Il y a une chose, il va falloir qu'on apprenne comme citoyen, je pense, au Canada puis au Québec, c'est que on évite à blâmer les politiciens. Moi, je suis un chercheur, je critique les politiciens, mais je les blâme jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a élus. Oui. C'est nous. Exact. Donc, si on a à blâmer quelqu'un, ce sont les électeurs. Et donc, les électeurs, tu sais, je me pose la question, comment on fait pour s'assurer que les électeurs sont bien informés? C'est ça. La raison pour laquelle Radio Pirate existe, parce que justement, il y a des médias qui ne font pas le travail adéquat pour informer l'électorat. Moi, j'ai un podcast aussi, de Food Professor. J'ai jamais eu autant de monde qui écoute. Pourquoi? Parce que les gens ont soif d'information. Fait que c'est là, à mon avis, où on va devoir s'assurer que les gens sont bien éduqués avant qu'ils aillent aux urnes. Mais là, pour l'instant, je pense, puis on l'a vu aux dernières élections fédérales avec Pierre Poilievre et puis Carney. Carney a été voté en raison de son CV, point final. Point final. Mais on va commencer à voir que M. Carney, c'est pas un politicien, c'est pas nécessairement un leader. Il a fait une bonne job peut-être à la banque en Angleterre et au Canada. Mais en gros, là, vraiment, c'est un leader de parti qui est peut-être pas adéquat pour le Canada qu'on veut pour demain, aujourd'hui et demain. C'est là que, en tout cas, j'espère, j'ai espoir qu'un jour, on va avoir un électorat qui va être beaucoup plus éduqué et informé. Mais le blâme appartient aux électeurs, là, faut pas se leurrer. Ben, c'est clair. Moi, je le dis tous les jours. À tous les jours, c'est exactement ça. Ce qu'on a devant nous, c'est nous qui avons voté pour ça. Puis quand on nous présente quelque chose d'autre, on ne le veut pas. Ben là, il faut vivre avec les conséquences de ça. Si vous voulez plus de Food Professor avec Sylvain, eh bien, vous allez sur la version Prime, vous allez vous inscrire sur radiopirate.com et vous avez les 50-55 minutes que nous avons fait avec lui. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin.
Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, Joe Hamel avec nous autres. On a fait un gros 50 minutes dépassé sur la version Prime. On vous donne un bon bout sur la version live. Mais tout le bout au complet est bon. Ça vous tente d'avoir. Venez vous inscrire à radiopirate.com. Le premier sujet que tu as amené dans le groupe ce matin, c'est celui sur l'inflation. Ma question que je t'ai posée avant qu'on commence le podcast, je t'ai dit, coudonc, faut que tu m'expliques pourquoi le Québec est souvent différent du reste du Canada, bien sûr des États-Unis. Toujours la place où l'inflation nous touche le plus, c'est toujours le Québec. J'essaie de comprendre c'est quoi l'histoire, là. J'imagine que c'est relié au type d'économie basée sur le gouvernement ou je ne sais pas trop, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça pour qu'on comprenne là, pourquoi le Québec est toujours la place où les prix augmentent le plus? C'est une tendance qui dure depuis un bout. Hein. Là, c'est sûr que l'effet de la taxe carbone là, qui est encore au Québec et qui n'est pas ailleurs, c'est quand même 600 points de base de différence. Là. C'est 1,7 au Canada de l'inflation sur 12 mois de juillet, 12 mois passés, alors que c'est 2,3 au Québec. C'est quand même une différence là, marquée pour des statistiques comme ça. Probablement plusieurs raisons. Il y a un paquet de... On parle souvent du poids réglementaire au Québec, la proportion du public dans l'économie en général. C'est aussi un des endroits où il y a le moins d'investissement privé au Canada. Donc, il y a un paquet de facteurs probablement qui jouent. Il faudrait analyser ça de façon détaillée, là, mais on sait un peu c'est quoi le portrait du Québec versus le reste du Canada. C'est pas nouveau. C'est une tendance même qui s'alourdit dans le temps. On s'en va pas dans la bonne direction. Là. Une des choses que j'aime voir, puis ça, c'est Jerry qui m'a amené plus, puis je sais que tu m'as aussi glissé de ton côté, mais habituellement, on regardait les chiffres un peu globalement. Ah, ben écoute, l'inflation, tel taux, parfait, mais on n'allait pas voir qu'est-ce qui est stable, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. Puis ça, avec le temps, ben parce qu'on a souvent l'impression que ce que nous voyons dans la réalité autour de nous, puis les chiffres qu'on nous donne, c'est comme de la misère à le croire un peu. Parce qu'entre autres, la bouffe, c'est la chose qu'on va acheter le plus souvent. On va à l'épicerie 2-3 fois par semaine. On va au resto aussi. Ça semble toujours celui qu'on a de la misère à maintenir ou à essayer de calmer. Parce que oui, il y a beaucoup de choses. Tu me dis, Jerry, les billets d'avion, je ne sais pas trop, là, tu me racontais de quoi? Je te dis, les bonbons, le café, ça a monté. Là. 30%, je pense, de café. Là. C'est ça. Là. Ouais. Ben ça, c'est arrivé aussi dans le passé. Je pense qu'il y a un aspect saisonnier puis un aspect de production là-dedans. Là. Exactement. Les aussi. Je regardais le prix des bleuets, c'est complètement démentiel. Là. Au marché Atwater, je regardais le prix des bleuets, ça n'a pas de sens dans le marché public. Donc ça, ça fluctue, mais la plupart des denrées sont à la hausse. Là. C'est complètement débile. Là. Je voyais ici, il y avait genre 3 piments pour 9 piastres. C'est jamais arrivé des affaires de même. Là. Ça, c'est pas de bout. C'est IGA, mais bon... dans le Vieux-Port, là, mais quand même, c'est un petit peu moins cher ailleurs. Mais tu l'as dit, je pense au sens large, le prix des denrées est complètement démentiel. Juste l'augmentation de Food Professor montrait l'augmentation du bœuf haché, qui est comme la viande de base, si tu veux. Là. Il y a différentes qualités, oui. Je pense 12% sur un an, puis 27% sur un an au Canada. Fait que tu as même une différence marquée avec les États-Unis. Moi, je pense que le Canada et le Québec sont rendus un des endroits les plus chers au monde. Là. C'est ça, c'est complètement débile. Là. Et parce que pendant des années, ils nous ont dit, mettons, quand le pétrole est cher, ça fait monter tous les prix des choses, ça fait monter le prix de la bouffe. Mais là, Criff, le pétrole, il a commencé l'année sur les 12 piastres, on était sur les 2. Là. Donc, puis avant le Canada, quand le pétrole montait, il y avait un effet bénéfique sur le dollar canadien qui calmait l'inflation au Canada, alors que maintenant, c'est plus le cas. Là, parce que le Canada, c'est quand même le plus gros producteur au monde. Ça dit que là, tu as la bouffe. Là, tu as la bouffe à 3,4 d'augmentation. Ça veut dire... normalement, tu dis, ouais, mais là, le pétrole est plus bas, on sauve là-dessus. Normalement, le transport, les affaires. C'est pas le cas, là, c'est 3,4 là. C'est du stock pareil. Là. Alors, c'est excluant. Tu vois que le calcul ne fait pas de sens. Là. C'est plus que 3 là. Regarde en général le coût de la vie, va dans les restaurants, sort un peu, les billets en général. Le prix des véhicules, regarde juste le coût des projets publics. Là-dedans, ça, c'est complètement démentiel, mais la plupart des services aussi, l'inflation du prix des services, c'est plus que 3 c'est plus que 1,7 là, c'est sûr, on a parlé parce que tu étais à l'extérieur une couple de fois dans les 6 derniers mois, puis tu nous parlais du prix que ça coûtait ailleurs, puis tu n'allais pas dans des places de pauvres nécessairement. Cet été, j'ai joué au golf avec une couple de chums.
Puis il y en a un, entre autres, qui demeure en Suisse. Donc, il connaît un peu. Puis il vient passer ses étés ici, un gars de hockey. Donc, puis là, un de nos chums est allé le rejoindre à la fin de la saison. Lui, c'est un coach. Il est allé le rejoindre à la fin de la saison en Suisse, où il demeure depuis plusieurs années. Puis, ils sont allés après ça, ils ont fait le tour. Ils ont fait une petite virée en Italie. Ils sont allés à Londres. Ils ont fait une virée. Puis, c'est pas des gars, le gars qui m'a parlé, c'est pas un gars pauvre. Là. Mais il dit, je suis habitué avec mon chum Pat de faire cette run-là. Puis, je suis habitué de toujours arriver à des places et dire, calisse que le coût de la vie est cher ici. Et là, en ce moment, il dit, je peux vous confirmer une affaire que la place la plus chère et de loin, c'est le Québec. Ouais, je suis certain de ça. Puis il dit, en plus, il dit, au-delà du prix, là, puis des histoires de pourboire qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs, la quantité de bouffe dans l'assiette, la grosseur de la bière, parce qu'une pinte, c'est 22 onces et non 16 onces. Ensuite, la qualité de la bouffe. Il dit, je suis obligé de te dire que, j'ai pas dit ça tout le temps, là, mais je te dis qu'à Londres, en ce moment, on mange mieux que chez nous, dans les restaurants. Donc, tu sais, ce qu'on parlait il y a 2, 3 ans, 4 ans, on est souvent à l'avance là-dessus, là. Là, maintenant, monsieur tout le monde commence à en parler, commence à trouver que ça n'a plus de bon sens. Puis il faut aller dans les patentes de Facebook pour le voir. C'est ça qui fait le plus réagir dans les spotted de ce monde. C'est ça que le monde met. Ils mettent des factures, ils mettent des... Mais c'est pas un sujet que les médias traditionnels parlent. C'est pas un sujet que les... peut-être pour une lumière de coin de rue, la mairesse de Longueuil va en parler, parce que ça la touche, elle. Mais, je veux dire, les politiciens, en général, ne parlent pas de ça. C'est... Peut-être que c'est un mot d'ordre qu'ils se sont donnés pour pas... parce qu'il y a de l'ouvrage. Si jamais ils veulent commencer à jouer là-dedans, et je ne sais pas par quoi ils commencent. Là. Il y a de l'ouvrage pour vrai. Donc, c'est comme un sujet qui a toujours été évité, qui l'est par la classe dominante, mais là, qui commence... Il n'y a pas juste les pirates, puis les filions, puis toi, puis d'autres qui commencent... Le monde ordinaire se rend compte que ça n'a plus de crise de bon sens. Puis t'es pas un gars... T'es pas un gars qui regarde bien les factures dans le sens que, Chris, t'es capable de les payer, mais toi-même, tu commences à en parler. Donc, ça fait le tour, là. C'est ce que je veux dire, ça commence à devenir un sujet mainstream, ça, là. Non, exact. Puis, tu sais, rappelle-toi, pendant des années, tu sais, les premières années de pandémie, là, il parlait pas. Rappelle-toi, l'inflation, c'était « l'inflation n'existe pas, l'inflation est transitoire, finalement, l'inflation, est là pour rester. » Tu sais, il y a une espèce de... L'empereur est nu, là. Tout le monde pense que l'empereur, les beaux habits de l'empereur, finalement, il y en a un qui dit non, on se rend compte que l'empereur est nu. C'est un peu ça, là, la réalisation que l'augmentation des prix des dernières années est démentielle. Puis, il y a une espèce d'effet boule de neige aussi avec l'augmentation des salaires. T'en parlais hier, j'ai écouté un peu ton segment là-dessus. Puis, rappelle-toi, il y avait quand même la Banque du Canada, puis je pense que la Fed avait dit la même affaire. Elle avait dit, n'augmentez pas les salaires rapidement parce qu'il va y avoir un effet une réaction en chaîne sur les prix qui vont demeurer élevés. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde a eu des augmentations, puis ça l'a juste jacké up. Ça fait juste un effet ratchet dans l'économie, ça ruisselle, puis finalement, les gens n'ont pas plus de pouvoir d'achat qu'il y avait il y a 5 ans ou même il y a 10 ans. Là. Donc ça, c'est évident. Puis c'est à travers l'économie. Là. C'est autant pour les Porsche que pour les piments. Là. Ça, c'est complètement débile. Là. Oui. Ben écoute, et ça, ce sujet-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des pirates, leurs filles travaillent, ou le gars, ou leurs femmes, ils travaillent dans les habillations. Je pense que quand ça te touche personnellement, tu le prends un peu mal, mais moi, c'est pas personnel. Je veux dire, puis je le voyais hier dans des groupes où il y avait des gens qui parlaient des salaires. Tout ce qu'il y a de public, puis j'inclus Air Canada là-dedans, là, qui est un vestige d'un monopole public. Ouais, c'est ça. Puis il y a encore cet ADN-là à l'intérieur d'Air Canada que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Là. Donc, les jobs publics, que tu sois chauffeur d'autobus, que tu sois infirmière, que tu sois prof, c'est tous des gros salaires. Puis pendant ce temps-là, les gens qui vont en disant hey, moi, j'ai un job spécialisé chez Airbus, anciennement Bombardier, puis j'ai un job que peu de gens peuvent faire, puis je gagne 65 000. Donc, c'est pas vrai que quelqu'un qui dit « Ouais, mais il faut leur donner 100 000 parce que 100 000, ça vaut plus rien aujourd'hui. » Il va falloir que le monde comprenne que, puis c'est un peu ce que j'expliquais hier, j'imagine que tu étais d'accord avec ça parce que c'est un peu ton école de pensée, là, que le problème, c'est pas le salaire. Le problème, c'est que l'argent vaut
crissement plus rien. Ben, c'est ça, là. Écoute, ça c'est un pas pire rabbit hole. D'ailleurs, j'ai vu hier l'habitation, je pense que c'est la meilleure démonstration de ça. Là. Hier, tu disais 100% du salaire dans les débuts des années 80. Mais en réalité, c'est la moitié du salaire annuel, le salaire familial. Souvent, il y avait moins de deux. C'était moins courant qu'il y ait 2 salaires dans ce temps-là. Tu avais d'ailleurs un père ou une mère avec une job qui élevait 3-4 enfants, puis il y avait une maison, puis un chalet, puis il allait en vacances 2 fois par année. Là. Oui. Donc, c'est plus possible aujourd'hui. Puis regarde un indicateur clair. Regarde, en 1950, une maison de 8 000 $. Parce que quand tu changes de dénominateur, là, nous, le dénominateur, c'est le dollar canadien, le dollar US. Là, le problème, c'est le dénominateur. Quand tu changes ça pour l'or, les onces d'or, oui. Regarde, la maison moyenne en 1950, elle coûtait 200 onces d'or. En 2025, la maison moyenne coûte 150 onces d'or. Donc, les maisons sont 25% moins chères en or aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1950. Alors qu'ils ont fait, c'est quoi l'augmentation en pourcent depuis ce temps-là en dollars fiduciaire, c'est probablement quoi? Ça l'a fait quasiment 1000% depuis le temps. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça, on a un problème d'argent. On a un problème d'argent, pourquoi? Parce qu'ils impriment comme des dégénérés. C'est ça le problème. Puis c'était déjà, ça existait avant. Il y a une couple de libertariens qui parlaient de ça dans les années 90 ou 2000, mais c'était pas vraiment populaire parce que, bon, il n'y avait pas d'inflation, entre guillemets, les taux d'intérêt étaient historiquement bas. Mais c'est revenu dans l'actualité quand, Jeff? Dans les 5 dernières années, où là, on a eu la démonstration claire que l'inflation, c'est une conséquence de l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation, c'est l'argent qui diminue, qui se dilue dans vos poches. C'est pas l'augmentation de prix, c'est l'argent qui se dilue parce qu'il y a plus d'argent dans le système, c'est clair. Là. Il y a encore des économistes, du monde qui arrive à Bloomberg, puis il y a du monde qui contredit ça. Non, c'est pas ça, l'inflation, c'est un effet. Ça arrive comme le printemps, ça, Jeff, l'inflation. Voyons donc, c'est évident que c'est ça. Il n'y a pas meilleure démonstration que les 5 dernières années. Là. Puis là, ils vont faire quoi, là? La réunion là, en septembre, là, la Fed, le Canada, ils parlent de baisser les taux, puis de baisser les taux une autre shot par après. Ça veut dire, ils vont-tu le faire ou ils vont garder ça de même? Ben c'est tôt pourquoi, là? Mettons, parce que là, ils se contredisent. Là, OK, l'inflation est basse, l'emploi est bon. Donc, pourquoi tu baisserais les taux? Là? Pour stimuler l'économie, le marché est à all-time high. Toutes les métriques d'évaluation sont dans le tapis, à part quelques-uns. Là. Mais historiquement, le marché est cher. L'emploi est relativement bon aux États-Unis. Donc, il n'y a aucune presse de baisser les taux d'intérêt. OK, oui, les taux effectifs sont plus élevés que l'inflation. Oui, mais les taux sont à quoi? C'est 4,75 au States, je pense? 4,50, 4,75. Historiquement, les taux ne sont pas élevés. Là. Donc, honnêtement, ils sont un peu fourrés avec ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Techniquement, ça devrait être pour 25 points de base de baisse. C'est ça qui est pricé par le marché. Mais il y a quand même une petite chance qu'il n'y en ait pas. Puis, il y en a surtout aussi, ça, c'est une autre leçon des 5 dernières années. Le marché et les experts ont eu constamment tort sur les baisses anticipées. Je pense qu'on anticipait 7 baisses pour 2024, 2025. Puis rappelle-toi, c'était à partir de 2023 qu'ils disaient... Écoute, il y avait des prédictions. Tu te rappelles comment on avait ri des prédictions de Desjardins dans le temps qui voyaient les taux baisser à genre 1,5 en fin 2023, je pense. Donc, complètement dans le champ, encore une fois. Ils sont complètement derrière la courbe. Et ça c'est un des problèmes. Là. C'est justement, on est accroché aux lèvres de ces experts-là. Et c'est complètement déconnecté de l'économie réelle. Oui, en plus, là-dessus, de la pression de Trump qui veut des taux plus bas. Là. Ah oui, c'est le Trump, le péquiste. Là, plein d'affaires. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Le contrôle politique de la Fed, l'intervention directe avec les 2 mains dans l'économie. Le gars Trump voulait que l'État prenne une participation dans Intel. Oui. Finalement, je pense que c'est SoftBank qui a racheté. Probablement qu'il y a eu un téléphone, genre il a été menacé par Trump directement. Parce que vous comprenez la dynamique là, de comment ça fonctionne, ces grandes sociétés-là. Ils veulent vraiment apaiser l'empereur. Là. Tout ce que tu veux, c'est que Trump ne tweete pas sur ta compagnie parce que tu es fait. Là. Regarde, d'ailleurs, AMD et Nvidia ont accepté 15% d'overhead sur tout ce qu'ils vendent en Chine. Je ne sais pas si c'est sur le profit ou sur le chiffre d'affaires, je ne me souviens pas. Là. Mais tu sais, ça... C'est une espèce d'anticipation que s'il n'y a pas de tarif avec la Chine, ce qui est probablement en train de se dessiner, là, parce que je pense pas que Trump va réussir à fourrer la Chine comme il a fourré l'Europe, là, au moins ils sont capables de percevoir. Ils ont saisi littéralement les profits de 2 sociétés privées. Là, mais le marché n'a même pas bougé. Nvidia et AMD étaient verts le lendemain alors que le gouvernement fédéral vient de saisir vos profits. La mafia et les groupes criminalisés comme les Hells faisaient ça dans les commerces. Là. Tu vois, 15%. Là, c'est ça.
Donc, c'est un peu... Au moins, tu avais une protection. Là, tu n'as rien. Tu sais, ils font tellement d'argent. C'est un peu ça qui est démentiel. C'est qu'ils font tellement d'argent qu'ils acceptent une ponction arbitraire comme ça du jour au lendemain. Alors que c'est totalement fou comme concept, là. C'est vraiment une espèce de windfall tax qui est imposée sur une industrie en particulier. Puis étant donné qu'ils ont tellement le vent dans les voiles, tout ça, puis ça on en a parlé souvent. Là, moi, je pense que c'est une bulle. Là. Tout le AI, OK, oui, ça fonctionne. Oui, il y a des gens qui l'utilisent. Oui, l'augmentation est croissante, mais les valuations ne font aucun sens. Non, c'est ça. Puis, rajouter à ça sur les taux, c'est que en ce moment, il y a de l'inventaire les builders ont de l'inventaire de maisons construites. Ce qui a un impact direct sur les maisons à vendre, qui sont des maisons qui appartiennent à du monde. Donc, là, les gens à prix quasiment équivalent peuvent avoir une maison neuve par rapport à la maison existante. Je pense que c'est la première fois que les maisons neuves sont moins chères que les maisons usagées. Genre, le graphique, là, il y a depuis un crise de bout. Et à cause de ça, puis ça arrive pas. Ça arrive au Canada, là, mais je veux dire, c'est plus une gymnastique américaine. Que même s'ils ne touchent pas au taux, même si la Fed ne touche pas au taux, en fonction du marché, les taux d'intérêt pour l'achat de maison, donc les taux d'intérêt pour les mortgages, baissent. Donc, ça fait quasiment, je pense que c'est la 4e semaine où les taux baissent, malgré que la Fed ne fait rien. C'est ça. Donc, les taux sont adossés, parce que les hypothèques sont sur les taux de 10 ans, les bons de 10 ans. Mais c'est comme ça aussi au Canada aussi. Là. Les hypothèques, tant les fixes que les variables sont quand même... Le métrique à suivre, c'est les bons du Trésor. Là. C'est ça. Évidemment, les taux d'intérêt, ça a un effet, là, mais c'est un peu la queue qui dirige le chien ou le chien qui dirige la queue. Là. Ça, c'est l'éternel débat. Là. Exact. Thank you, Joe. Version complète sur la version Prime de Radio Pirate. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Jerry, c'est fait. Yes. Thank you, my friend. Merci à Mr. White pour la production. Demain, déjà mercredi, beaucoup de stock demain en banque également pour vous autres. Donc, soyez avec nous autres sur Radio Pirate Live. See ya! Radio Pirate. Radio Pirate.